Pour, mon premier épisode, solo sur le balado Être femme, j'ai envie de vous lire une petite histoire. C'est l'histoire de la petite Isabelle de 13 ans. Je tiens à dire que je vais faire l'épisode en mon nom personnel, donc pas en mon nom professionnel. Je ne me positionne pas comme physiothérapeute aujourd'hui, mais bien comme patiente et comme femme. Alors voici mon histoire, d'endométriose et d'adénomiose. J'ai eu mes premières menstruations à l'âge de 13 ans. Dès leur arrivée, elles étaient douloureuses, abondantes, avec des caillots et de très longue durée, plus de 7 jours. Les tampons super absorbants pour les activités quotidiennes, une serviette hygiénique en plus pour les sports, car ça débordait souvent, la méga serviette de nuit remontant jusque dans le dos, me tournant au lit le moins possible pour éviter de tacher mes draps en dormant. Voilà en quoi se résumait une semaine sur 4 de ma vie d'adolescent. Je me souviens d'avoir complètement imbibé mes pantalons à un spectacle de 50 Cent. Merci de ne pas juger mes choix musicaux de l'époque, alors que mon super tampon avait failli à sa tâche. Une chance que mes pantalons étaient noirs, ça m'a évité une humiliation publique. Je ne me souviens plus vraiment du spectacle, mais je me souviens très bien de l'inconfort, la honte et l'incompréhension liées à ce problème menstruel. Quelques années plus tard, j'ai consulté mon médecin de famille pour aborder la question des crampes menstruelles que je vivais à chaque mois et qui dérangeaient mes activités quotidiennes. J'avais déjà entendu dire qu'on pouvait prendre la pilule contraceptive afin de soulager ces douleurs. Sans trop me poser de questions, ni m'informer des effets secondaires possibles, elle m'a prescrit un contraceptif oral combiné, donc qui contenait des estrogènes et des progestatifs. Cette pilule a atténué mes douleurs, mais j'ai dû changer de sorte à de nombreuses reprises au fil du temps car je finissais toujours par avoir du spotting. On ne m'a jamais expliqué pourquoi il en était ainsi. On a tout simplement represcrit, puis represcrit durant près d'une décennie. Voici quelques questions auxquelles j'aurais été amplement capable de répondre à cette époque et qui auraient pu changer la suite des choses pour moi. Règles douloureuses? La réponse aurait été oui. Douleur ovulatoire? Oui. Douleur aux relations sexuelles? Pas applicable à cette époque-là, mais plus tard, oui. Saignement abondant? Oui. Saignement entre les règles? Pas à ce moment-là, mais plus tard, oui. Infertilité? Non applicable à ce moment-là, mais oui, plus tard. Des ballonnements intestinaux? Oh que oui. Constipation, diarrhée? Oui. Nausées, vomissements? Non. Plus tard, oui. Fatigue chronique? Oui. Dépression ou anxiété? Pas à cette époque-là, mais plus tard, oui. Douleur pelvienne chronique? Oui. Symptômes urinaires, donc miction fréquente, des urgences, douleur à la vessie, douleur à la miction, pas à cette époque, mais plus tard, oui. Transit intestinal douloureux? Non, mais plus tard, oui. Combien de temps aurait été nécessaire pour poser ces questions? Quelques minutes, tout au plus. Mais pour les poser, il faut savoir ce qu'on recherche comme réponse et la conduite thérapeutique à suivre, le cas échéant. Malheureusement, la banalisation des douleurs menstruelles et féminines, bien ancrée dans notre société, même au sein du corps médical, a fait en sorte que j'étais juste une ado normale qui avait mal à tous les mois. Personnellement, je regarde mes réponses et ça me désole et me choque car pendant des décennies, on m'a fait croire que tout ça était normal, ce qui est complètement faux. Les symptômes énumérés ci-dessus sont ceux pouvant être associés à l'endométriose et ou l'adénomiose. Selon le réseau de l'endométriose du Canada, jusqu'à 94 des personnes atteintes d'endométriose ressentent de la fatigue chronique. Le collectif EndoHack Canada estime que l'endométriose coûte 1,8 milliard de dollars chaque année au Canada. À moi seule, j'ai coûté près de 20 000 dollars en investigation et en traitement au système de santé québécois à cause du retard diagnostique. J'inclus les traitements de fertilité là-dedans. Mon questionnement est si on avait tendu une oreille plus attentive et une main bienveillante à la petite Isabelle de 13 ans et qu'on n'avait pas autant banalisé les problèmes féminins les dernières décennies. Est-ce que mon histoire aurait pu être différente?
j'aimerais vous dire que dans les 20 dernières années, ça l'a changé, ça l'a évolué, mais malheureusement, ce n'est pas ce que j'ai constaté. Bonjour à tous, bienvenue sur le balado Être femme. Je m'appelle Isabelle Labrie et aujourd'hui, je vais parler en tant que patiente. Donc, depuis le début là, que j'ai eu l'idée de faire le balado, un des sujets que je voulais absolument aborder, c'est l'endométriose et l'adénomyose. La raison est que moi-même, je souffre de ces deux conditions. J'ai tellement fait de lectures, puis j'ai tellement fait de recherches parce que il y a tellement de groupes en ligne de patients qui souffrent de douleurs pelviennes chroniques, d'endométriose, puis qui cherchent des réponses. Puis malheureusement, au Québec, au Canada, même si on dit qu'on est bon, ben, ce que les patientes vivent, ce n'est pas nécessairement ça. Donc, il y a beaucoup d'errances médicales, il y a beaucoup de délais d'attente, considérant que c'est une condition chronique. En fait, c'est toujours classé le E là, dans les CRDS, donc par priorité, ça va de A à E, ben, c'est toujours classé E. Puis, ça fait qu'on a des très longs délais. Donc, pour avoir une première consultation, ça, c'est quand on est référé à un spécialiste, là. Donc, tu sais, on va chez le médecin de famille. Si on est chanceux, on a un médecin de famille ou une IPS. Déjà là, ça peut être très long, réussir à avoir une première consultation en première ligne. Ensuite, quand on est référé, ça peut prendre 1 an, 2 ans selon les régions. Puis, ben là, on voit c'est quoi la prise en charge. Fait que mon but là, de l'épisode aujourd'hui, c'est de me mettre dans la position des patientes parce que moi-même, j'en suis une, puis d'expliquer un peu c'est quoi les différents enjeux qu'on a par rapport à l'endométriose puis l'adénomyose en ce moment. Je vous avouerai que j'ai écouté beaucoup de podcasts qui ont fait parler des spécialistes, puis j'ai été un petit peu, déçue puis irritée d'entendre qu'on est donc ben bon, on a donc ben des beaux outils, on a donc ben des traitements. Mais tout ça là, ce n'est pas accessible pour la très grande majorité des femmes au Québec et ce n'est pas des traitements, c'est on met un peu un plaster sur un bobo qu'on comprend encore mal. Donc mon but aujourd'hui, c'est vraiment d'expliquer un peu la réalité des patientes, puis les solutions qu'on nous offre, ils sont toutes imparfaites. Donc, j'ai envie d'être honnête puis de voir, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Mon but, ce n'est pas de critiquer seulement, mais comment qu'on peut s'améliorer collectivement, puis c'est quoi les enjeux sur lesquels on devrait se pencher. Donc, je vais commencer en disant que tout d'abord, tu sais, l'endométriose, c'est une condition chronique, inflammatoire. Ça a longtemps été considéré comme une maladie gynécologique, donc seulement, tu sais, de l'appareil reproducteur. Maintenant, on sait que c'est faux. Par contre, on ne sait pas trop c'est quoi la pathophysiologie. Il y a plein d'hypothèses là, qui peuvent, qui, tu sais, qui ont été étudiées, entre autres les menstruations rétrogrades. Donc, c'est comme si l'endomètre, qui est la paroi interne de l'utérus, qui s'épaissit à chaque mois pour accueillir une grossesse et qui se détache durant la menstruation s'il n'y a pas d'implantation d'une ovule fécondée. À ce moment-là, c'est comme si l'endomètre pouvait refouler par les trompes puis venir faire des implants d'endométriose dans la cavité pelvienne abdominale. Pas mal toutes les femmes vont avoir une certaine proportion de tissu qui ressemble à l'endomètre, dans la cavité pelvienne à cause du phénomène des menstruations rétrogrades. Par contre, ça explique pas pourquoi certaines personnes vont avoir vraiment des lésions d'endométriose qui vont, progresser, qui vont être, pathologiques, qui vont faire des adhérences cicatricielles. Puis, il y a quand même des cas anecdotiques, d'endométriose qui ont été trouvés dans tous les organes du corps, incluant le cerveau. Donc, les menstruations rétrogrades, c'est de moins en moins soutenu, même s'il y a encore plusieurs spécialistes qui vont dire que c'est ça l'hypothèse la plus, probable. On a quand même des études intéressantes là, qui ont été faites dans les dernières années, entre autres une méta-analyse qui a été faite en 2023, qui avait quasiment 60 000 patientes là, en fait, qui ont été,
cohortés là, dans cette étude-là. Puis, on se rend compte qu'il y a des liens quand même génétiques, surtout pour les formes 3-4. Fait que je vais vous reparler tantôt des stades, mais pour les formes plus profondes, sévères, ben, il y aurait une composante génétique derrière ça. On a aussi trouvé des associations génétiques avec d'autres maladies à caractère plus inflammatoire, comme l'asthme, l'arthrose, certaines maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, euh, des douleurs multisites, fait qu'un peu comme la fibromyalgie, des migraines, la maladie cœliaque. Donc, il y avait 11 conditions là, avec lesquelles il y avait établi des corrélations génétiques positives. Donc, on peut penser qu'il y aurait comme une hypothèse génétique derrière ça qui pourrait expliquer la pathogénèse de l'endométriose, mais ce n'est pas encore un consensus. Donc, l'endométriose, c'est des implants de tissu qui ressemblent à l'endomètre qui vont être trouvés à l'extérieur de l'utérus. On le stratifie en 4 stades, donc le stade 1, 2, 3, 4. 1 étant le moins sévère, 4 étant le plus sévère. Puis 1 et 2, on considère que c'est de l'endométriose, pardon, superficielle. 3-4, ça peut être de l'endométriose plus profonde. Dans les stades 3-4, des fois, ce qu'on va voir, c'est il va y avoir une formation de kystes. On appelle ça les kystes chocolatés. Qui vont être autour des ovaires. Ça fait vraiment comme une espèce de gros kyste qui va être rempli un peu de liquide, un peu comme du sang brun, d'où le kyste chocolaté qui va vraiment gonfler autour de l'ovaire, puis ça peut provoquer, c'est ça, de l'infertilité, ça peut provoquer de la douleur pelvienne. Donc ça, c'est dans les formes plus sévères qu'on va voir ça. Pour le diagnostic, là, c'est là qu'on a vraiment des enjeux. Sur les différents balados que j'ai écoutés, puis les spécialistes vont te dire: «Hey, maintenant, on est vraiment bon en imagerie, on peut faire du mapping d'endométriose». Bon, par souci de rigueur, j'ai contacté un radiologiste qui a un fellow en endométriose, puis je lui ai parlé hors caméra. Il n'a pas accepté de parler, sur le podcast, donc je vais taire son nom, mais dans le fond, c'est que j'avais des impressions et j'ai voulu conformer mes impressions auprès de lui. On dit on est bon, on fait du mapping par échographie, on a des bons appareils maintenant d'échographie, ce qui est vrai. Le problème, c'est que ça dépend encore de la personne qui interprète. Donc, ça nous prend des médecins, soit des gynécologues ou des radiologistes qui sont très bien formés, qui sont très habitués de regarder ce type d'image-là, puis qui sont habitués de chercher un peu les lésions d'endométriose. Malheureusement, au Québec, en ce moment, c'est encore ultra niché, cette pratique-là. Donc, c'est les grands centres universitaires qui l'offrent, mais souvent, quand on fait une première consultation, on va chez notre médecin de famille, il nous prescrit une écho pelvienne. Mais l'écho pelvienne standard va manquer la plupart des lésions d'endométriose. Premièrement, parce que ça ne sera pas fait par voie vaginale, fait intravaginale. L'autre chose, c'est que les radiologistes qui n'ont pas de formation en endométriose ne recherchent pas ça. Donc, ils vont pouvoir s'en faire passer, surtout si c'est des stades moins avancés. Même chose pour l'IRM. L'IRM, on a des bonnes IRM maintenant, on a des bons radiologistes, mais si on fait une IRM qui cherche de l'endométriose, puis qu'on a de l'endométriose superficielle, ce que ça fait, c'est un peu comme des grains de beauté ou des taches de rousseur. Donc, c'est comme si on cherchait vraiment une épingle dans une botte de foin. OK? Fait que techniquement, c'est difficile. Si on a des lésions plus profondes, tu sais, avec vraiment des nodules d'endométriose, les kystes chocolatés que je parlais tantôt, qu'on a vraiment là, tu sais, des adhérences, bien ça, on va pouvoir le voir à l'IRM, mais malheureusement, il y a beaucoup de faux négatifs. C'est-à-dire, le rapport va être lu comme une IRM normale, et là, la patiente va se faire dire: «Ben non, tu n'as pas d'endométriose», ce qui est pas nécessairement vrai. Donc, c'est difficile de dire on fait des examens pour exclure une pathologie si finalement, souvent, c'est manqué. Ça contribue beaucoup à l'errance médicale, évidemment, parce que la patiente va continuer d'avoir des symptômes, va continuer de vouloir trouver une solution à son problème, mais elle va souvent se faire un peu, beh, gaslighter dans le sens que
Ah ben non, mais ton IRM, on a déjà fait toutes les investigations, ton IRM, elle est négative. Ce qui fait que là, souvent, les patientes vont se tourner vers d'autres ressources. Ils essaient de trouver d'autres solutions. Fait qu'en ligne, entre autres sur les réseaux sociaux, la quantité de groupes, puis de conseils, de groupes qui vont à l'international pour, trouver des solutions, c'est infini. Puis là-dessus, évidemment, il y a de l'information qui est bonne, mais il y a beaucoup de désinformation aussi, ce qui contribue un peu à la détresse des patientes qui souffrent de douleurs pelviennes chroniques puis qui essaient de trouver des réponses. L'autre chose avec l'IRM, c'est que ce n'est pas un examen dynamique. Donc, avec l'écho pelvienne, l'écho d'endométriose, le mapping d'endométriose, on peut faire un examen dynamique. Fait qu'on est capable de voir si les organes sont tous collés ensemble, est-ce qu'on est capable de bien mobiliser. Donc, c'est beaucoup plus révélateur, mais c'est vraiment médecin dépendant. Donc, la personne qui va faire l'examen, il faut vraiment qu'elle soit habituée de rechercher ces signes-là qui peuvent montrer de l'endométriose. L'IRM, ce n'est pas un examen dynamique, donc on a cette limite-là aussi. L'autre chose, c'est que moi, je pense aux patientes, par exemple, qui sont en région, bien souvent, il n'y a même pas de radiologiste sur place. Donc, ça va être un technologue en imagerie qui va faire l'examen. Puis là, ça peut être interprété à distance par un radiologiste. Donc, tu sais, ça ajoute une limite aussi parce que c'est comme on l'interprète a posteriori, le radiologiste n'est pas sur place, il peut pas, hem, changer les images s'il y avait besoin d'un autre angle, ces choses-là. Donc, plus on s'éloigne des grands centres, bien plus il y a de limitations. Puis l'autre chose, c'est que si on a, par exemple, une région où qu'on a un gynécologue qui fait toute l'obstétrique-gynécologie, bien évidemment, tu sais, ce gynécologue-là, il sera pas un fellow en endométriose, puis il sera pas un fellow en chirurgie minimalement invasive. Ce qui m'amène à parler aussi de la laparoscopie diagnostique. OK? Pendant longtemps, on parlait que c'était le gold standard, fait que pour aller, diagnostiquer l'endométriose, on voulait faire une laparoscopie, on voulait aller prendre, hem, une pathologie, donc prendre vraiment un bout d'échantillon de la lésion d'endométriose qu'on identifie. On envoie ça en pathologie, puis là, on confirme ou on infirme à la pathologie, c'est de l'endométriose. Le problème, c'est que là, on ajoute tous les délais que je vous parlais, plus tôt. Puis, c'est quand même très invasif. Est-ce que c'est réaliste de faire une laparoscopie chez toutes les femmes qui ont de la douleur pelvienne chronique? La réponse, c'est non. Donc, on essaie de changer nos techniques de diagnostic, mais il y a quand même certaines personnes qui vont jamais avoir de diagnostic, mais qu'au final ont de l'endométriose. L'autre chose, c'est la pathologie. Ben, il faut avoir des pathologistes qui sont habitués de voir de l'endométriose et de diagnostiquer de l'endométriose. Donc, encore là, s'il y a une pathologie négative, ça ne veut pas dire que ce n'est pas de l'endométriose. Mais encore là, ça contribue au fait de banaliser les symptômes de la patiente, au fait de ne pas recevoir de diagnostic. Puis il faut vraiment pas sous-estimer le pouvoir d'avoir un diagnostic, puis de comprendre qu'est-ce qu'on a, parce que ça fait partie aussi du processus thérapeutique, puis du processus de guérison. Quand on ne sait pas ce qu'on a, ça génère de l'anxiété, ça génère de la rumination, ça génère de l'errance médicale et tout ça, ça contribue aux symptômes de douleur, de détresse psychologique. Donc, je pense que longtemps, on a vraiment sous-estimé le pouvoir du diagnostic. Puis malheureusement, on a encore des outils qui sont nettement imparfaits pour offrir un diagnostic aux patientes qui souffrent d'endométriose. Maintenant, en France, ils ont développé un test, entre autres, qui est un test salivaire, qui aurait une bonne spécificité, une bonne sensibilité, mais qui demeure très peu accessible. Donc, le diagnostic de l'endométriose va s'en aller vers ça, les biomarqueurs. Au Québec, présentement, ce n'est pas accessible. Donc là, les patientes en ligne, ils disent: «Ben moi, je veux faire ce test-là, c'est beaucoup moins invasif qu'une laparoscopie, je vais m'en aller en France». Tu sais, vous voyez un peu l'espèce de processus de réflexion, on devient un peu déraisonnable parce qu'on recherche des solutions.
Il y en a plusieurs qui vont s'expatrier, vont aller, entre autres, là, en Roumanie. Il y a un centre, quand même d'expertise en endométriose. Il y a beaucoup, beaucoup de patientes québécoises et canadiennes qui vont là. Évidemment, ça coûte des frais de voyagement, ça coûte des frais de déplacement, de logement, ça coûte les frais de consultation, la chirurgie. Après ça, si ça complique, on est à l'international, donc les assurances. Mais ce n'est pas une situation qui est marginale. OK? On se rappelle que l'endométriose, ça touche une femme sur 10, puis ça, c'est une femme sur 10 qui a été répertoriée. Donc, on peut s'attendre à ce que ce soit beaucoup plus élevé que ça, la vraie prévalence. Puis l'autre chose, c'est que le délai diagnostique qu'on dit au Québec, là, c'est au Canada, c'est environ 5 à 10 ans. Je vous dirais que des 5 ans, moi, j'en ai rarement vu. On parle plus de 10, 15, 20 ans. Peut-être que là, les plus jeunes générations vont avoir des délais de diagnostic améliorés. Mais tu sais, quand on parle de, ben, je vais faire une première consultation avec mon médecin, ça peut prendre 1 an ou 2 avant que je rencontre le gynécologue. Tu sais, avec toute l'errance médicale, je vous dirais que 5 ans, c'est très optimiste par rapport à ce que moi j'ai vécu, puis par rapport à ce que je vois, des femmes là, qui consultent dans le système de santé. Bon, l'autre chose, c'est les traitements. Donc, on dit: «Ah oui, on a des bons outils de traitement pour l'endométriose». Première chose, c'est qu'on n'a pas encore de traitement de l'endométriose définitif. C'est pour ça qu'on parle d'une condition chronique. Ça, c'est vraiment important parce que souvent, quand j'entends des médecins parler de l'endométriose, ils disent: «Oui, on traite l'endométriose». C'est pas tout à fait vrai. Les traitements qu'on a, c'est souvent des traitements hormonaux. Fait que la première ligne de traitement, ça va être souvent une pilule contraceptive, des traitements comme le Visanne maintenant qu'on a, des traitements suppressifs. OK, je vais pas me perdre dans tous les détails des traitements suppressifs parce que ça peut être assez compliqué. Mais bref, les traitements suppressifs, on offre ça souvent rapidement dans les traitements, entre autres chez des femmes en âge de procréer. Puis ce que ça fait, c'est que ça met en ménopause chimique. On sait je vais vous donner des exemples là, de le Dépolupron, l'Orilissa, fait que toute cette gamme de médicaments-là. Puis ce que ça fait, c'est que ça supprime vraiment le mécanisme des estrogènes. Les estrogènes, on veut atténuer ça dans l'endométriose parce que les lésions d'endométriose sont estrogènes dépendantes. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs théories qui soutiennent le fait que les lésions d'endométriose vont avoir leur propre mécanisme d'estrogène. Donc, même si on fait une suppression au niveau plus ovarien, à ce moment-là, il y a quand même une certaine production d'estrogène qui va être générée par la lésion d'endométriose elle-même. Donc, il y a plein de clans qui se forment en endométriose au niveau des spécialistes. Il y en a qui vont dire, tous ces traitements suppressifs-là, ah oui, c'est notre meilleur outil qu'on a. Là, il y a une autre gang qui va dire: «Ah ben non, vu qu'il y a un mécanisme d'estrogène à l'intérieur même des lésions d'endométriose, prenez pas ça, c'est de la boîte». Fait que là, quand on va en ligne puis qu'on fait des recherches parce que malheureusement, on n'a pas accès à un spécialiste, ben là, on va voir toutes ces informations contradictoires-là qui vont être générées. Entre autres, aux États-Unis, tu sais, les médecins, ils ont une pratique privée. Donc, les chirurgiens spécialisés en endométriose qui font uniquement de l'endométriose, souvent le discours qu'ils vont avoir, c'est la chirurgie, c'est votre meilleure option. Puis, les médicaments suppressifs, c'est le diable. Mais là, quand on arrive au Québec, puis on rencontre un médecin, puis que la première chose qu'il nous propose, c'est un traitement suppressif, ben là, c'est difficile d'avoir une décision libre et éclairée parce que l'ensemble des informations auxquelles on a accès sont souvent ultra contradictoires. Donc, vraiment, vraiment difficile de se faire une tête puis de dire, ben ça, c'est la bonne décision pour moi dans ma situation. L'autre chose avec les traitements suppressifs, c'est qu'on met des jeunes femmes sur des traitements comme ça, vingtaine, trentaine, on induit une ménopause. Mais tu sais, là, on nous parle de plus en plus de l'hormonothérapie chez la femme périménopausée ou préménopausée. Le vrai terme, c'est périménopause. Donc, on nous dit qu'à partir de la mi-trentaine, on peut avoir des symptômes de périménopause, puis de plus en plus de médecins vont offrir de l'hormonothérapie chez des femmes qui ne sont pas ménopausées, mais qui
ont des symptômes qui s'apparentent à la périménopause, on va les mettre sous de l'hormonothérapie, dont les estrogènes. Donc là, on n'arrête pas de parler de ah oui, les bénéfices de l'estradiol sur la santé osseuse, sur la santé cognitive, la santé cardiovasculaire, pour ne nommer que ceux-là. Puis de l'autre côté, ben là, en endométriose, on veut enlever l'estrogène, puis on met des jeunes patientes en ménopause. Fait que là, vous comprenez que la génération, là, ma génération, qu'on est dans la trentaine, mi-trentaine, puis qu'on a de l'endométriose, mais que de l'autre côté, on nous dit qu'il faut absolument prendre des estrogènes parce que sinon, on va être en déchéance complète dans quelques années. C'est ultra confondant, puis c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment difficile de comprendre c'est quoi les risques-bénéfices de chaque traitement. Les thérapies suppressives, entre autres, les études, même les monographies de fabricants, ce qui montrent, c'est des effets vraiment qui s'apparentent à la ménopause parce que c'est une ménopause un peu chimique. Donc, une perte de densité osseuse. On peut avoir aussi tous les symptômes plus anxio-dépressifs, cognitifs, tu sais, la cessation des menstruations, évidemment, parce que c'est ça le but principal du traitement, là, si on veut, avec l'endométriose. Mais le problème, c'est que c'est des médicaments qu'on a étudiés sur des courtes périodes. Donc, théoriquement, quand on arrête de prendre la molécule, ben, ces effets-là vont être réversibles. Il y a un documentaire qui a été fait là, aux États-Unis, ça s'appelle Below the Belt. Moi, j'ai payé pour l'écouter. Puis, moi, ça m'avait vraiment frappée parce qu'il y a une jeune patiente de 17, 18 ans, là, vraiment, tu sais, une adolescente, qui avait été mise sur un traitement suppressif. Puis, elle a fait des ostéodensitométries, puis ils ont été obligés de cesser son traitement parce qu'elle était ostéoporotique sévère. Là, on n'a peut-être pas l'ensemble là, de, de son histoire et de ses conditions associées. Tu sais, est-ce que c'était une jeune qui avait d'autres facteurs de risque comme un trouble du comportement alimentaire? Mais quand même, tu sais, ça pose à se questionner. Puis, est-ce qu'on prescrit trop facilement ces médicaments-là? C'est ça que je me demande. Parce que moi, ça m'a été offert à multiples reprises. Ayant une faible réserve ovarienne depuis la fin de la vingtaine, tu sais, on m'a menacé quasiment là, de me dire ah, tu vas avoir une ménopause précoce. Puis là, après ça, on m'offre de me ménopauser plus vite. Tu sais, pour moi, ça fait aucun sens, puis je comprends pas cette logique-là. Même si j'ai des connaissances, même si je suis dans le domaine. Donc, je trouve qu'on est comme pris avec peu de solutions. L'autre chose, c'est que la chirurgie, ben, ça prend une chirurgie qu'on appelle minimalement invasive, puis qu'on va faire une résection. Donc, excision surgery en anglais. Donc, il faut vraiment enlever toute la lésion d'endométriose. Fait qu'il faut vraiment les resséquer jusqu'à la racine pour qu'il y ait le moins de risques de récidive possible. Malheureusement, il faut avoir un fellowship en gynécologie vraiment spécifique à ça, ce qui est vraiment pas le cas de tous les gynécologues au Québec. Donc, il y a plein de gynécologues qui vont dire: «Oui, je vais te faire une laparoscopie», puis ce qu'ils font, c'est de l'ablation. Fait qu'ils vont brûler les lésions, mais c'est comme si on brûle juste le tip of the iceberg, là, fait que juste le dessus de la lésion, mais tu sais, la racine de la lésion va rester là quand même. Donc, c'est un peu particulier parce que on va faire des chirurgies qu'on sait que c'est pas ça le gold standard. C'est invasif, il y a des risques reliés à l'anesthésie. C'est une chirurgie intra-abdominale, il peut y avoir une infection, on peut accrocher des vaisseaux, on peut accrocher les urtères. Mais les patientes, souvent, ne sont pas informées de quel type de chirurgie ils vont être faites. Puis après ça, on sait que la première chirurgie d'endométriose, c'est la plus importante parce que plus qu'on va aller jouer dans l'abdomen, dans la cavité pelvienne, plus qu'on a des risques, ben, justement, de complications, puis plus qu'il y a des risques d'adhérence aussi. Donc, la première chirurgie demeure toujours la plus importante, mais malheureusement, c'est rarement fait par un spécialiste qui est formé avec un fellowship en chirurgie minimalement invasive. Donc, quand vous allez consulter, assurez-vous de rencontrer quelqu'un qui a ce type de fellowship
Parce que ça se peut que finalement, là, la personne qui est devant vous, elle veut bien vous aider, mais elle n'est pas suffisamment bien formée, puis elle n'a pas les compétences nécessaires pour vous offrir ce que vous auriez le droit. Mon autre bémol que j'ai, c'est par rapport à la prise en charge. Avant, c'était une maladie qu'on considérait comme gynécologique, donc la plus logique des approches était que ce soit l'obstétricien, le gynécologue qui prenne ça en charge. Maintenant, on parle de maladies inflammatoires systémiques chroniques. Les maladies inflammatoires systémiques, d'habitude, ça va dans le champ de pratique du rhumatologue. Est-ce que les rhumatologues sont bien formés pour l'endométriose? La réponse est non. L'autre chose, c'est que dans l'endométriose, il y a beaucoup de symptômes digestifs aussi. Donc, des fois, il y a des lésions d'endométriose sur le système digestif, sur le côlon. Est-ce que les gastro-entérologues seraient les bonnes personnes pour prendre ça en charge? La réponse, non plus. Donc, une personne qui se présente, mettons, avec des symptômes gastro-intestinaux, douleurs pelviennes un peu diffuses, qui va voir le gastro-entérologue, le plus probable, c'est qu'elle ne sera pas bien prise en charge, même si c'est son endométriose qui explique ça. Au Québec, on a un centre maintenant qui s'appelle le Centre EndoCare, qui est associé au Centre universitaire de McGill, qui a été mis sur pied justement pour offrir une équipe de spécialistes avec des chirurgiens thoraciques, gynécologiques, colorectal, mais le bémol, c'est que pour être référé là, il faut avoir un diagnostic confirmé d'endométriose de stade 3 ou 4, puis il faut avoir fait une écho d'endométriose. Fait que vous comprenez là qu'il y a comme un gros cul-de-sac. C'est qu'on peut même pas être référé pour avoir l'écho d'endométriose là-bas et si on a un stade 1 ou 2, c'est pas jugé assez sévère pour être pris en charge par une équipe de spécialistes. Donc l'accès est vraiment limité, l'accès est vraiment difficile. Il y a d'autres centres, là, le CHUM, le CHU à Québec qui ont des équipes. Mais de dire que vraiment, tu sais, il va toujours avoir un chirurgien thoracique, un chirurgien colorectal qui va assister le gynécologue, c'est vraiment pas la majorité des pratiques qui sont construites comme ça. Alors qu'à l'international, ben, les équipes d'endométriose sont composées par ces spécialistes-là d'emblée. Fait que souvent, il y a des urologues même qui vont se joindre à eux pour s'il y a de l'endométriose sur les uretères, sur la vessie. Donc, tu sais, on est vraiment loin de dire qu'on a des équipes de spécialistes vraiment accessibles dans toutes les régions du Québec. Ça, c'est complètement faux. Puis l'autre chose, c'est que avant que ça devienne un stade 3-4, ben ça a été un stade 1 ou 2, tu sais. C'est pas une maladie que bang, du jour au lendemain, ça va être un stade 4. Donc, moi, ce que je trouve dommage, c'est comme si on laissait les patientes avec des stades plus superficiels, qui sont moins, dans le fond, moins graves, là, si on veut, par définition. On va les laisser sans accompagnement, puis après ça, on va laisser ça évoluer jusqu'à temps que là, oups, à l'imagerie, on voit vraiment, tu sais, des gros nodules, des kystes, on voit, tu sais, des lésions, dans le rectum, des choses comme ça. Mais tu sais, ça aurait pu être prévenu, ça aurait pu être dépisté vraiment plus tôt. Donc définitivement, la prise en charge, le continuum de soins, il est sous-optimal présentement au Québec. L'autre chose, c'est qu'en première ligne, est-ce que nos médecins de famille puis nos IPS sont bien formés pour l'endométriose? Puis l'autre affaire, c'est que on on offre la pilule contraceptive comme solution à beaucoup de problèmes gynécologiques, entre autres pour la douleur. Mais on peut masquer les symptômes, mais ça n'empêche pas que la maladie va évoluer. Donc, on peut mettre un anovulant pour dire on va bloquer ton ovulation, tu vas avoir moins de douleur à l'ovulation. OK, mais pendant ce temps-là, ça n'empêche pas que la maladie peut progresser. Donc là, c'est souvent quand on arrive dans la période fertile ou que les femmes veulent fonder une famille, que là, oups, il y a plein de problèmes qui vont émerger. On arrête la contraception, là, les douleurs reviennent, puis à ce moment-là, ben, il y a jusqu'à 30 à 50%, selon les études, de femmes qui ont de l'endométriose qui vont avoir de l'infertilité. Donc, si ça avait été dépisté plus tôt, ben, peut-être qu'on serait capable de sauver des coûts, entre autres, sur
les consultations en clinique de fertilité, sur les traitements de procréation médicalement assistés, sur les fécondations in vitro. On sait que c'est très dispendieux. Puis ne serait-ce que pour tous les aspects psychosociaux qui sont reliés à ça, je pense qu'il y aurait définitivement avantage à mettre sur place des programmes qui font que même les formes plus superficielles, moins avancées d'endométriose pourraient être dépistées plus rapidement. Il y a une revue systématique qui a été publiée en 2024 qui mentionnait que 15 à 30 des couples hétérosexuels qui sont considérés comme infertiles puis qui ont obtenu des résultats normaux à tout leur bilan là, de fertilité, donc, ils sont classés dans la case infertilité inexpliquée. Bien, souvent, on arrête les investigations là, puis on va leur donner des traitements, tu sais, de procréation médicalement assistée, comme on va faire du in vitro, là, bien souvent. Mais on ne sait pas c'est quoi la cause. Cette étude-là, dans le fond, a identifié, on a fait des laparoscopies diagnostiques chez ces femmes-là, puis la prévalence d'endométriose était de 44. Puis, dans le fond, dans ces femmes-là, ce 44%-là, ben, on a considéré que le stade d'endométriose était légère ou minime chez 74. Donc, il ne faut pas négliger le facteur inflammatoire qui est relié à l'endométriose plus superficielle, puis à l'importance quand même du diagnostic, parce qu'on voit que dans l'infertilité inexpliquée, ben, il y a une forte prévalence de femmes quand même qui vont avoir de l'endométriose. Donc, ce n'est pas si inexpliqué que ça. Puis ne serait-ce que pour savoir, ben, avec, tu sais, c'est quoi qu'on a. L'infertilité inexpliquée, là, ça peut être vraiment, vraiment frustrant, puis ça peut vraiment être difficile psychologiquement parce que c'est comme si on se sentait brisé, mais on ne sait pas pourquoi. Mais tu sais, de dire que quasiment la moitié de ces femmes-là ont de l'endométriose, puis qu'on pourrait justement ajuster le traitement en fonction de ça. À ce moment-là, moi, je trouve que c'est vraiment important. Puis là, encore là, le débat est ouvert. Est-ce qu'on fait des chirurgies de la paroscopie à tout le monde? Ben, tu sais, on n'a pas la capacité dans notre système actuel de faire ça. On n'a pas les ressources, on n'a pas les moyens. Mais en même temps, ces femmes-là ont le droit à une prise en charge adéquate. Donc, je pense qu'il y a il y a plein d'enjeux là, qui définitivement sont soulevés quand on parle d'infertilité associée à l'endométriose. Quand on parle d'infertilité aussi, on parle tu sais, de traitements qui ne peuvent pas être donnés. Par exemple, les traitements suppressifs que je parlais plus tôt, ben, on ne peut pas nécessairement mettre quelqu'un là-dessus s'il désire une grossesse. Fait que souvent, ce qui va être offert, c'est on le fait temporairement pour calmer l'inflammation liée aux lésions. Puis après ça, on tente des traitements de fécondation in vitro ou des inséminations, là, ça dépend des protocoles. Mais c'est ultra difficile psychologiquement, puis ça peut être difficile vraiment aussi physiquement, tu sais, quand on a une ménopause chimique, mais que notre but, c'est de tomber enceinte, ça peut ne pas faire de sens pour la personne, puis c'est tout à fait légitime de se sentir comme ça. Donc moi, j'espère fortement qu'on va mieux financer la recherche, qu'on va mieux financer, nos centres, puis qu'on va mettre sur pied vraiment des centres de gynécologie spécialisés qui vont avoir un accès beaucoup plus facile que, par exemple, EndoCare. Je vois pas pourquoi on a mis plein d'instituts de cardiologie en place, qu'on a plein de beaux centres de neurologie, qu'on est rendu des experts dans plein de choses, mais qui, à la base, concernent surtout les hommes. Si on avait une condition qui touche un homme sur 10 et qui provoque 50 d'infertilité, ça ferait longtemps qu'on aurait des centres spécialisés pour prendre en charge cette clientèle-là. Donc, le double standard entre les femmes et les hommes, il existe encore, puis l'endométriose, c'est vraiment un bon exemple. Donc, mon souhait, ce serait qu'on mette en place des centres spécialisés multidisciplinaires, parce qu'on sait que l'approche multidisciplinaire, c'est ce qui a fait le plus ses preuves en endométriose.
Donc, la physiothérapie, la psychologie, la nutrition, le travail social, c'est multifactoriel. Puis malheureusement, les médecins spécialistes, ils n'ont pas le temps nécessaire pour aborder tous ces éléments-là avec les personnes atteintes d'endométriose. Pourquoi on ne ferait pas volontairement le choix, comme société, d'investir dans la santé des femmes, puis offrir les services auxquels elles ont droit? Définitivement, à long terme, ça serait rentable parce qu'il y a tellement, mais tellement d'errances médicales reliées à l'endométriose que, beh, on pourrait rentabiliser tout ça en prenant en charge les patientes plus tôt. Donc, je me présente chez mon médecin de famille, j'ai de la douleur pelvienne chronique, j'ai d'autres symptômes. À ce moment-là, on pourrait tout de suite référer dans ces centres-là. L'évaluation pourrait être faite par une physiothérapeute, nutritionniste, on essaie le traitement plus conservateur, puis après ça, on peut éviter de mettre des jeunes femmes en ménopause chimique ou de faire des laparoscopies qui sont très invasives puis qu'au final sont peut-être pas nécessaires. Donc ça, c'est mon souhait. Une autre chose qu'on entend encore moins parler que l'endométriose, c'est l'adénomyose. OK? C'est parfois appelé l'endométriose interne. C'est un peu la cousine de l'endométriose. L'adénomyose, c'est un peu le même principe, mais ça va être des cellules semblables à l'endomètre qui vont s'infiltrer dans le muscle, donc le myomètre qui est de la paroi utérine. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va faire un peu les mêmes symptômes que l'endométriose, mais on va avoir des segments très abondants. Il peut y avoir des caillots, ça va faire des règles vraiment plus longues, tu sais, vraiment, tu sais, des gros segments. On sait que l'endométriose et l'adénomiose coexistent souvent ensemble. Donc, si on a un ou l'autre des 2 conditions, ben, la probabilité qu'on ait la cousine est quand même assez élevée, surtout dans les stades 1 et 2 d'endométriose, donc l'endométriose plus superficielle. On sait qu'il y a eu certaines études qui ont décrit qu'il y avait des changements au niveau immunitaire, systémique et locaux, des anomalies au niveau de certains médiateurs inflammatoires, donc les médiateurs pro et anti-inflammatoires qui ont été décrits chez les personnes qui sont atteintes d'adénomyose, pardon. Donc, ça pourrait expliquer certains mécanismes aussi derrière la pathogénèse de cette maladie-là qui semble un petit peu mieux comprise que l'endométriose. La façon de diagnostiquer l'adénomiose, ben, c'est par échographie endovaginale, encore une fois. Donc, souvent, ben, si on est référé pour une écho pelvienne, ça va être une écho pelvienne transabdominale, donc pas par voie vaginale. Fait qu'encore là, le diagnostic peut être manqué. L'autre chose, c'est qu'il y a des critères. Tu sais, dans la littérature, on parle des critères de MUSA, M-U-S-A, qui sont des critères standardisés pour diagnostiquer l'adénomyose. Mais malheureusement, les radiologistes, bien souvent, ne connaissent pas ces critères-là. Puis l'IRM peut être une autre forme d'imagerie qui est utilisée pour poser le diagnostic, mais ça demeure quand même peu accessible puis beaucoup plus coûteux. Puis encore là, c'est interprète médecin interprétateur dépendant, donc il faut savoir qu'est-ce qu'on cherche. Personnellement, là, comme physio, en 10 ans de pratique, j'ai jamais vu aucune patiente dans le dossier qui était écrit adénomiose comme antécédent ou condition associée. Pourtant, on sait que récemment, là, il y a entre autres une revue systématique qui a été publiée en 2024, qui a étudié chez les adolescentes, donc chez les jeunes femmes, là, les jeunes adolescentes et jeunes adultes de 12 à 25 ans. On a évalué justement par échographie la prévalence d'adénomyose chez celles qui présentaient des menstruations douloureuses et abondantes. OK? Donc, menstruation douloureuse, on peut l'avoir chez endométriose et adénomiose, mais la distinction, c'est vraiment abondante avec de la douleur pelvienne. Et chez cette cour de patientes-là de 12 à 25 ans, il y avait 25 à 45 de ces patientes-là qui avaient les critères diagnostiques pour dire qu'il y avait de l'adénomiose. OK? Souvent, quand on lit sur l'adénomiose, il va avoir, on va dire, plus on a eu de grossesse, plus qu'on avance en âge, plus que la prévalence va être élevée d'adénomiose.
Avec des études comme je viens de vous mentionner, on se rend compte que souvent, même chez les adolescentes, dès qu'il y a des grosses menstruations, des douleurs, de la dysménorrhée, ben, il y a quand même une bonne proportion de ces femmes-là qui ont déjà de l'adénomiose. On parle de dysménorrhée, donc la douleur menstruelle. C'était vraiment le symptôme le plus fréquemment rapporté. Donc, 81 à 100 des femmes qui ont finalement eu les critères pour dire qu'il y avait un diagnostic d'adénomiose rapportaient de la dysménorrhée. Donc, il y a quand même une corrélation assez élevée entre les symptômes et le diagnostic par écho-endovaginal. Tantôt, je parlais d'infertilité pour l'endométriose. L'infertilité est surtout associée au stade 3 à 4 d'endométriose, mais dans l'adénomiose aussi, on voit qu'il y a un risque augmenté d'infertilité, un risque augmenté de fausses couches, un taux plus bas de grossesse vivante, puis il va avoir aussi d'autres particularités à l'adénomiose. Donc, adénomiose diffuse et symptomatique va être associée à des taux de réussite plus faibles en fécondation in vitro, donc des taux plus faibles de grossesse, plus de fausses couches, moins de naissances vivantes aussi. Puis si finalement une femme qui est atteinte d'endométriose sévère tombe enceinte, ben, on parle d'un risque qui est augmenté de placenta prévia, d'hémopéritoine spontanée lors de la grossesse, de complications lors de la césarienne. Pour celles qui sont atteintes d'adénomiose, on parle d'une grossesse qui est associée à un risque augmenté de prééclampsie, d'accouchement prématuré, de mauvaise présentation du fœtus, d'hémorragie postpartum, de retard de croissance intra-utérin, puis d'un petit poids à la naissance. Que, que ce soit avec de la PMA, fait de la procréation médicalement assistée, ou non. Donc, il y a certains spécialistes à l'international qui s'avancent pour dire que les patientes qui ont de l'adénomiose devraient systématiquement être suivies en grossesse à risque élevé. Le problème, c'est qu'il faut avoir le diagnostic. Par exemple, moi, mon diagnostic d'adénomiose, je l'ai eu en postpartum. Fait que j'avais tout fait mes traitements de fertilité. J'ai eu je ne sais pas combien de dizaines d'échographies dans tout le processus de fertilité et ça l'a jamais été mentionné. Jamais, jamais. J'ai fait une hémorragie postpartum, j'ai eu des fausses couches, j'ai eu, tu sais, des problèmes de fertilité. Puis même en fertilité, j'avais demandé à l'époque, est-ce que ce serait possible d'investiguer pour de l'endométriose parce que j'ai des symptômes et on m'avait dit, ben écoute, même si tu avais de l'endométriose, puis qu'on t'opérait, ça changerait rien sur le outcome parce que une patiente, pour les patientes qu'on opère, ben, il y en a une sur 10 que finalement ça augmente, le taux de succès, pour tomber enceinte. Alors, tu sais, c'était vraiment décevant comme réponse et beaucoup, tu sais, on balayait du revers de la main, comment tu te sens, puis qu'est-ce que tu penses, de ta condition de santé. Donc pas beaucoup d'écoute. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui vont rapporter ça, donc on se fait constamment, tu sais, revirer de bord. Notre notre souffrance est banalisée, fait qu'en endométriose, je pense que c'est très, très, très fréquent, là, que les patientes vont décrire ça. Mais tu sais, peut-être que ça aurait changé un peu le parcours de mon histoire si on avait su que j'avais de l'adénomiose avant. Donc je pense qu'il y a plein de questionnements qui sont légitimes, puis je pense qu'il y a beaucoup, hem, d'améliorations possibles. Mon but, ce n'est pas juste de critiquer puis de chialer. Fait que moi, je vous dirais, dans la dernière année, j'ai eu une chirurgie, laparoscopie diagnostique et finalement, on m'a diagnostiqué de l'endométriose de stade 1 avec de l'adénomiose, modérée. J'ai eu des complications post-opératoires et j'ai rencontré un résident, il me semble que c'était un R2 en radiologie, qui m'a fait une écho endovaginale, post-op pour voir un peu qu'est-ce qui se passait. Définitivement, c'était sa première écho endovaginale parce qu'il avait l'air vraiment pas à l'aise, mais il m'a parlé d'endométriose. Puis là, j'étais comme: «Ah ouais, OK». Fait que je lui ai posé des questions. Je dis: «Hey, est-ce que vous en entendez parler, tu sais, dans votre formation?» Puis il m'a dit: «Maintenant, là, tu sais, quasiment à chaque, examen ou quoi que ce soit, il y a un cas d'endométriose». Fait que ça m'a rassurée. Puis je pense qu'il y a une volonté définitivement des radiologistes puis des médecins qui sont formés en mapping d'endométriose, puis en imagerie avancée d'endométriose, de former les autres.
Mais il faut qu'il y ait de l'intérêt, puis il faut qu'on en parle, puis il faut que les gens s'intéressent à ça parce que ça coûte excessivement cher au système et il y a beaucoup de femmes qui vont avoir des conséquences socio-économiques parce qu'il manque du travail, il manque de l'école, des conséquences psychologiques, ça amène beaucoup de détresse, des conséquences relationnelles, tu sais, à un moment donné, là, la douleur, ça rend irritable, ça rend un peu dépressif et ben, ça a des conséquences sur tout le réseau social, sur les enfants, sur les conjoints, sur les collègues de travail. Donc, je pense qu'il faut vraiment, tu sais, comme société, faire des choix. Puis ma volonté, c'est vraiment de sensibiliser, puis de donner une voix aussi aux patientes dont je fais partie. Donc, j'espère que vous allez avoir appris quelque chose. Puis, j'aimerais que vous soyez capable, quand vous vous présentez pour une consultation pour une suspicion d'endométriose, beh, de discuter puis de poser des questions pour que votre vécu soit entendu, puis que peut-être que les solutions qui vont vous être proposées, ben, vous soyez capable de les challenger un petit peu, puis de poser des questions, puis de dire: «Est-ce que c'est vraiment ça, moi, qui me convient dans ma situation actuelle et dans le stade de ma vie où je suis rendue?» Donc, moi, j'ai quand même espoir que dans les prochaines années, ça s'améliore, mais je pense que c'est faux de dire qu'on est vraiment bon parce qu'il y a encore tellement de femmes qui se tournent vers d'autres pays, d'autres solutions. Je dis pas que c'est mieux, mais juste le fait qu'on ait envie de s'expatrier pour recevoir des soins de santé, ça montre qu'il y a vraiment un problème dans notre système actuel. Donc je pense que ça porte à la réflexion, puis j'espère que, on sera plus, proactifs dans les prochaines années pour nos femmes qui souffrent de douleurs pelviennes chroniques.